J'ai autorisé l'enregistrement chez toi. C'est bon, c'est parti. Allez. C'est parti. Donc, nous allons prendre, Seigneur, avec toi, nous irons au désert pour démarrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On n'entend rien du tout, hein? Comme toi par l'Esprit, Seigneur. Non, Iris ne touche pas. Il faut t'accompagner. Bonsoir à tous. Il est 18h15 passé. Merci. Oh là là. Le Saint-Esprit qui s'en mêle, là. Merci d'avoir consacré ce temps pour ce partage. L'année dernière, nous avons ouvert le carême avec un documentaire du CCFD qui nous alertait sur l'état de la planète. Et à peine le carême démarré, nous avons tous connu cette crise qui, de façon inattendue, nous est tombée dessus. Et pour cette année, nous n'avons pas pris le CCFD, mais nous avons fait le choix de réfléchir à la nécessité de la conversion écologique à partir d'un ouvrage qui s'intitule « La fabrique des pandémies » de Marie-Monique Robin. Personnellement, j'ai été attentif à tout ce qui est publication sur la crise que nous vivons actuellement. Non seulement que j'ai publié les méditations en temps de confinement, mais il y a Emery qui a publié aussi La revanche de la nature. Et Marie-Monique a consulté plusieurs scientifiques qui
semble nous dire que ce n'est qu'une épidémie de pandémie qui menace notre planète. On dirait que nous ne sommes que à une phase qu'on peut appeler phase numéro 1. Alors, c'est ce qui ressort de ces entretiens. Et les scientifiques qu'elle a interrogés semblent être formels. Ce soir, c'est notre coordinatrice Géraldine Chappé qui fera office de Marie-Monique Robin et qui nous livrera ses impressions ou bien les résultats, ses résultats du terrain. Merci, Géraldine. Les scientifiques que vous avez interrogés. Géraldine, tu es là? Est-ce que ton micro est activé? Oui, tout à fait, c'est vrai. Oui, oui. Alors, que nous disent les scientifiques? Alors, les 62 scientifiques issus des 5 continents que j'ai interrogés sont issus de disciplines très variées. Donc, certains sont infectiologues, épidémiologistes, médecins, parasitologues ou encore vétérinaires. Mais ils partagent tous une conviction: le meilleur antidote à la prochaine pandémie, c'est la préservation de la biodiversité. Là-dessus, ils sont formels. D'ailleurs, ils ont mis au jour des mécanismes qui montrent comment la destruction de la biodiversité, la déforestation ou la destruction de la forêt tropicale primaire en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est est à l'origine des zoonoses. Les zoonoses, ce sont ces maladies provoquées par des pathogènes transmis par la faune sauvage aux humains et très souvent par l'intermédiaire des animaux domestiques. Alors, sur ce point, il me semble que la responsabilité de tous les humains est très clairement identifiée et engagée. Qu'est-ce qu'ils en disent? Absolument. Et cela a été pour moi surprenant. Il ne s'agit pas uniquement de dire « c'est triste, les oiseaux et les pandas disparaissent ». Par exemple, il y a des mécanismes qui véritablement montrent comment, dans une forêt tropicale équilibrée qui n'a pas été fragmentée, tous les agents pathogènes hébergés par les animaux qui y vivent opèrent à bas bruit. Et quand on casse cet équilibre en faisant disparaître les gros mammifères, les prédateurs disparaissent avec eux. Or, ces prédateurs se nourrissent de rongeurs, qui sont le premier réservoir d'agents pathogènes, avant même les primates et les chauves-souris. Si on préserve l'intégrité des forêts, tout se maintient à bas bruit. Si on la déséquilibre, c'est une véritable bombe biologique. Le meilleur exemple de cet effet, entre guillemets, dilution, c'est la maladie de Lyme. Alors, comment fonctionne cet effet? Transmise par l'éthique. Transmise par l'éthique. Ça nous concerne, ça. Oui. Merci, Laurence. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne cet effet de dilution? Eh bien, en fait, aux États-Unis, des chercheurs ont montré que le réservoir de la bactérie qui transmet la maladie de Lyme, par l'intermédiaire des tiques, comme le disait Laurence, c'est une souris à pattes blanches. Et si on veut éviter qu'une tique fasse son repas sanguin sur une souris à pattes blanches, il faut faire en sorte qu'il y ait plein de mammifères dans la forêt, comme par exemple des opossums qui ne sont pas porteurs de cette bactérie. Mais si on réduit la biodiversité en faisant disparaître les opossums et les écureuils, qui se sont enfuis car ils n'ont plus assez d'espace, il ne va rester qu'un seul type de rongeur. Les spécialistes
qui ne se nourrissent que de certains, les spécialistes, oui, qui ne se nourrissent que de certains types d'aliments vont disparaître, mais pas les généralistes qui se nourrissent de n'importe quoi. Or, ce sont les rongeurs généralistes qui sont un réservoir d'agents pathogènes, comme la bactérie qui donne la maladie de Lyme. On voit bien l'importance de cet équilibre qu'il faut maintenir. Alors, par ici, on parle de la maladie de Lyme, mais ailleurs sur notre planète, comme en Malaisie, on a constaté aussi le virus Nipah. Est-ce c'est le même fonctionnement? Oui, c'est un autre bon exemple. En 1997, on a brûlé la forêt de Bornéo pour mettre des cultures de palmiers à huile à la place. Donc les chauves-souris qui vivaient dans cette forêt tropicale ont été obligées de s'enfuir. Il faut savoir que ce sont des animaux extraordinaires. Ce sont les seuls mammifères capables de voler et pour cela, elles ont développé un système immunitaire, une vraie prouesse qui leur permet d'être bourrées d'agents pathogènes sans jamais tomber malade. Sauf que quand on détruit leur habitat, elles se mettent à excréter tous les pathogènes dont elles sont le réservoir à cause du stress. Les scientifiques ont d'ailleurs mesuré ces hormones du stress chez des animaux qui avaient fui. Donc, en 1997, les chauves-souris, obligées de fuir, se sont rabattues sur des arbres fruitiers plantés sur la côte de Malaisie. Elles ont mangé les mangues, ont déféqué sur les porcs de l'élevage intensif qui se trouvaient en dessous. Et Vlan, l'affaire est dite. Hein? Et Vlan, l'affaire est dite, là, c'est bon, ça passe à l'homme. Voilà, et les ont contaminés avec ce nouveau virus qu'on a appelé Nipah, du nom de la localité en Malaisie, qui lui-même a contaminé ensuite les humains. Or, le porc est le meilleur hôte intermédiaire entre des agents pathogènes de la faune sauvage et les humains. Nous partageons avec cet animal 95% de nos gènes. En termes d'échange d'agents pathogènes, c'est le meilleur ami de l'homme. On voit bien l'enchaînement, la déforestation, l'industrialisation et enfin la globalisation, car ces porcs étaient destinés au marché chinois. Tous les ingrédients sont réunis. Ce modèle, on le retrouve dans beaucoup de maladies zoonotiques. Comme Ebola, par exemple, en Afrique. Alors, oui, première grande maladie zoonotique apparue en Afrique en 1976, transmise par des primates chassés de leur habitat à cause de la déforestation. Il y avait du trafic de primates pour manger leur viande et toute la chaîne reprend, et même chose pour le sida. Alors, à vous entendre, et lorsqu'on a lu votre livre, on a l'impression que la barrière n'existe plus entre les espèces. Tout à fait. Donc, c'est ce que dit Jean-François Guégan, qui est chercheur à l'INRA, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Il dit ce qu'on nous a appris quand on était étudiant, qu'il y a une barrière des espèces qui nous protège et qui fait que les agents pathogènes ne peuvent pas passer comme ça. Tout ça, c'est faux, c'est complètement faux. Ce que l'on comprend aussi, c'est que l'humanité est dans une situation totalement unique qui fait que notre activité anthropique, donc l'activité humaine, a considérablement modifié l'environnement au point que si on continue à déforester comme ça, pour parler des forêts tropicales, il n'y en aura bientôt plus et ça va très vite. Donc, en modifiant les paysages, on rebat complètement les cartes. On contraint des populations animales à se déplacer ou à disparaître
et on dérègle le climat. Les chercheurs nous disent que les causes à l'origine des nouvelles maladies sont les mêmes qui provoquent le dérèglement climatique. Ce qui veut dire que quand on est un homme ou une femme politique, si on veut éviter la prochaine pandémie, il y a des mesures à prendre au niveau international. Par exemple, il faut arrêter d'importer du soja transgénique pour nourrir les élevages européens. Parce que quand on importe du soja d'Argentine ou du Brésil, à l'origine, il y a une déforestation qui va rendre malades non seulement les gens qui vivent là-bas, mais nous aussi. Il faut aussi arrêter d'importer de l'huile de palme pour mettre dans nos réservoirs. Tout est lié, tout est interconnecté. Et si on prend ces mesures de préservation de la biodiversité, c'est aussi bon pour le climat. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé et c'est bon pour la biodiversité. Eh bien. Donc, avec les résultats de chercheurs, on ne peut pas dire que tous ces risques-là n'étaient pas connus depuis longtemps. Dans votre livre, c'est ce que vous prétendez soutenir comme thèse principale, que Oui. tous ces risques étaient connus depuis longtemps. Est-ce cela? Oui, ces scientifiques tirent tous la sonnette d'alarme depuis au moins une vingtaine d'années, en démontrant comment la biodiversité protège la santé. Et ils ne sont pas entendus. On est toujours dans une vision très fragmentée de la science, de l'action politique qui va avec. On fonctionne sur la logique des silos. Quand on est médecin, on ne s'occupe pas des animaux. Quand on est vétérinaire, on ne s'occupe pas des humains. C'est ridicule. Il y a encore 2 siècles, ces 2 disciplines s'enseignaient en même temps parce qu'il n'y a pas plus proche de nous que les animaux. Prenez les porcs et encore plus les primates, par exemple. 99% des gènes des chimpanzés sont les mêmes que les nôtres. Nous sommes dans une vision très fragmentée qui fait qu'on n'a plus de vision globale, alors que nous sommes à l'époque de l'Anthropocène. Nous avons changé d'ère géologique. Anthropocène. Oui. Anthropocène. Ça veut dire que c'est l'homme qui décide tout, voilà, hein, c'est plus vraiment que la nature. Anthropos, l'homme. Oui, merci Laurent. Et puis pour enrichir, hein, je pense que l'accord de Paris est incontournable. Donc, c'est-à-dire que si tout cela était su depuis longtemps et qu'aujourd'hui on tire sur la sonnette d'alarme et que des gens comme Donald Trump nous disent que c'est faux, tout ça, donc c'est que l'accord de Paris est un accord à prendre au sérieux. Hein, tu peux continuer, tu m'excuses. Hein. Non, pas de souci. Donc, on est bien à l'époque de l'Anthropocène. Hein. Nous déréglons le climat. Nous sommes en pleine 6e extinction des espèces, ce qui est grave. La dernière disparition d'une espèce, c'était les dinosaures, il y a 65 millions d'années. Nous sommes à la 6e disparition des espèces et c'est nous, les humains, qui l'avons provoquée par nos activités. C'est un temps très particulier, unique. On doit revoir tous nos logiciels. Les scientifiques que j'ai interviewés se revendiquent d'un nouveau concept, le One Health, dont on parle de plus en plus. Ce que dit ce concept de santé planétaire, c'est que on doit absolument avoir une vision globale. On ne peut pas dissocier la santé des animaux domestiques ou sauvages de celle des humains, c'est impossible. Quand les écosystèmes sont malades, tout le monde est malade. Les scientifiques disent qu'il y a des indices qui montrent que l'écosystème est en mauvaise santé. Ça s'accompagne de diarrhée pour certaines populations, de maladies chroniques, etc. Cela veut dire aussi qu'il faut sortir de cette logique très techniciste qui fait qu'aujourd'hui, face à la pandémie, notre seule obsession, c'est de trouver un vaccin et un médicament. Ah oui. Bon, si le risque des pandémies doit s'accélérer,
hein, à l'allure où les choses vont. Mm. Cela veut dire qu'en fait, qu'au final, la course au vaccin à laquelle nous assistons aujourd'hui est complètement vaine. C'est en tout cas ce que disent les scientifiques. Elle est vaine dans le sens où on ne fait que ça. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas chercher un vaccin en ce moment contre cette épidémie, quoi qu'ils aient beaucoup de doutes sur son efficacité parce que c'est un virus qui mute énormément, plus que la grippe. Les scientifiques ont des doutes sur la capacité de faire un vaccin aussi rapidement. Jean-François Guégan le rappelle. Mais le problème, c'est qu'on ne fait que ça. On ne fait pas ce qu'il préconise, c'est-à-dire s'attaquer aux causes qui font que des agents pathogènes qui sont hébergés par exemple par des chauves-souris depuis la nuit des temps sans jamais déranger, se mettent à devenir un risque pour les humains. C'est ça qu'il faut vraiment affronter collectivement. C'est très important. Il y a quand même des indices qui montrent le début d'une prise de conscience. L'année prochaine doit se tenir à Marseille le Congrès mondial de la nature, qui a été repoussé en raison de la pandémie. La France va déposer une motion sur la déforestation importée. Quand nous mettons de l'huile de palme dans notre moteur, nous participons à la déforestation en Indonésie ou ailleurs. Chaque acte de consommation en Europe a un impact sur l'environnement à l'autre bout du monde. Comme le dit un scientifique dans mon livre, quand on abat des arbres en Guyane, on peut provoquer une maladie à l'autre bout du monde et c'est d'autant plus vrai avec les avions long courrier. Alors, est-ce pour cela qu'on peut dire que les risques de voir émerger un ou d'autres virus en Asie ou en Afrique soient plus élevés? Ces risques-là, est-ce que ne sont-ils pas plus élevés que ce que nous connaissons aujourd'hui? Si, tout à fait. Les scientifiques ont constaté que les agents pathogènes ne sont pas distribués n'importe comment sur la planète. Plus on descend vers les tropiques, plus la biodiversité est grande et plus il y a de mammifères et d'oiseaux sauvages. Et donc, plus il y a d'agents pathogènes potentiels. Ce que montrent les études, c'est que plus on y détruit l'environnement, plus le risque est grand par l'effet de dilution. Car, je le rappelle, c'est dans les forêts tropicales qu'on trouve le plus de réservoirs d'agents pathogènes potentiels. Encore une fois, ces agents pathogènes ont toujours existé et jusqu'à une date récente, ils ne posaient pas de problème. Ils en posent maintenant parce qu'on est en train de les faire sortir du bois. La solution, ce n'est évidemment pas d'abattre toutes les chauves-souris ou tous les rongeurs du monde. Ils ont tous un rôle pour l'écologie. La solution, c'est de revoir notre liaison avec l'environnement, avec les animaux sauvages et notre place sur cette planète. Les scientifiques m'ont dit qu'il faut arrêter de considérer que nous sommes en haut de la pyramide, parce qu'avec cette attitude très arrogante, nous sommes en train de détruire le vivant dont nous dépendons pour vivre et on va se détruire nous-mêmes. Alors, on dirait que votre but, c'est de réveiller les consciences. Est-ce vraiment ça? C'est comme pour le climat, c'est urgent, mais c'est encore possible de le faire, restons optimistes. Il faut stopper définitivement la déforestation, ne plus toucher aux forêts tropicales. Mais cela veut dire aussi qu'il faut encourager ces pays à trouver des cultures de substitution ou des moyens pour réduire la pauvreté. Il faut savoir que la... Oui, Laurence. Si tu permets, je dirais aussi, et la natalité, parce que on est, je ne sais pas si vous allez aborder ça, mais l'espèce humaine est de plus en plus nombreuse et du coup, forcément, il faut dégager des nouvelles terres cultivables.
Et il y a un moment donné où est-ce que tu les cherches? Ben, là où tu dis, dans les bois. Et c'est très lié, ça aussi. Je ne sais pas si elle en tient compte, cette petite dame. Non, non, mais le travail de Monique, Marie-Monique Robin ne tient pas compte de cet élément pour la seule raison que la densité de la population dans ces pays au mètre carré ou bien au kilomètre carré n'est pas la même qu'ici parce que vous avez des espaces verts inoccupés. Hein, Oui, c'est-à-dire mais que la politique de population doit passer par l'éducation. Moi, je dirais que c'est l'éducation qui serait dans ces pays-là, tout à hein, fait. je dirais, la clé du développement. Ah oui, tout à Hein, fait. moi j'ai fait une publication là-dessus sur la politique de régulation de naissance au Togo. J'ai fait une étude que j'ai comparée avec une autre étude qui a été faite par, il me semble, Robert Simon aux États-Unis. Et je me suis rendu compte qu'au fait, les propositions qui nous arrivent dans ces pays-là, par exemple, la diffusion des méthodes modernes de régulation des naissances et autres, eh bien, pratiquement, ils n'ont un effet que immédiat. Mais à long terme, le problème se posera toujours. Et du coup, je pense qu'il y a une éducation à donner et l'Église, là-dessus, moi, je pense que porte une grande responsabilité. Ah, tout à fait. Oui. Moi, j'ai fait un travail là-dessus, mais elle ne l'aborde pas dans son ouvrage. Elle n'aborde pas, oui, parce que c'est lié aussi. Hein. Oui, oui. Euh, Tu nous excuses hein, de te oui, couper non, il n'y a pas de souci. Justement, c'est la phrase suivante, c'est exactement ce que disait Laurence. C'est-à-dire que il faut savoir que la pression sur les écosystèmes, notamment sur les forêts tropicales, vient aussi de la poussée démographique, qui est en grande partie liée à la pauvreté. Je suis très surprise d'ailleurs de voir des scientifiques qui me parlent de ça, qui me disent que pour stopper les prochaines pandémies, il faut évidemment arrêter de détruire la biodiversité, mais il faut aussi résoudre la pauvreté parce que c'est lié. Tout à fait. En Asie, on rentre de plus en plus dans les forêts tropicales, soit parce que les grandes multinationales veulent exploiter l'huile de palme ou autre chose, mais c'est aussi le fait de petits paysans qui n'ont pas de terre pour se nourrir, tout simplement. Ah oui, oui, oui. Donc, il faut une nouvelle éthique pour mieux prendre soin de l'environnement, mais aussi des humains. Donc, ça touche vraiment, c'est une approche aussi sociale. C'est un changement profond, y compris de l'économie. Alors, comment faire? Eh bien, depuis des années que je fais des films et des livres, j'en arrive toujours à cela. Nous avons un modèle économique qui est fondé sur les profits illimités, ne profitant qu'à une petite minorité. Rendez-vous compte, 28 milliardaires dans le monde possèdent autant que 3 milliards 500 millions d'autres personnes. On voit bien qu'il y a un énorme problème. Ce n'est plus possible de continuer avec ce système de production illimité sans jamais tenir compte des dégâts causés à l'environnement et dont souffre une majorité de gens ne profitant pas de ces activités économiques. Il faut absolument qu'on le comprenne. Tous les scientifiques que j'ai interrogés pour écrire mon livre étaient confinés chez eux en Australie, aux États-Unis ou au Gabon, et tous étaient très déprimés, très inquiets pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Tous m'ont dit qu'on allait droit dans le mur et qu'il fallait absolument qu'on se réveille. Depuis une trentaine d'années, le rythme des pandémies s'accélère. Jusqu'au milieu des années 70, il y avait une nouvelle maladie émergente tous les 15 ans. Aujourd'hui, c'est 1 à 5 par an. Ça s'accélère. Pour l'instant, on a paralysé l'économie à cause d'un virus qui tue 1% de la population. Évidemment, c'est beaucoup trop, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il tue moins que le paludisme ou Ebola, qui tue 50 à 60
à 60% des gens contaminés. Imaginez qu'un virus arrive en étant aussi létal qu'Ebola et transmissible par voie aérienne. Que fera-t-on? On voit bien que nous sommes à la croisée des chemins et qu'il faut que nous ayons une vision à moyen et long terme et pas à court terme, comme en ce moment. Voilà, Marie-Monique Romain, paru le 4 février. La fabrique des... Merci beaucoup. Avant de laisser le temps aux questions, je voudrais remercier notre oratrice pour ses propos clairs qui nous font prendre conscience que seule la préservation de la biodiversité demeure le meilleur antidote contre la pandémie actuelle et les pandémies à venir. On a beau courir après les vaccins, on a beau mener d'autres actions, je dirais scientifiques, s'il n'y a pas un changement de comportement vis-à-vis de la biodiversité, eh bien, nos efforts seront vains. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation et merci pour cette superbe entrée en matière, comme le publie Marc dans le chat. Nous ouvrons les jeudis de la Saint-Michel avec cette découverte, parce qu'on pensait qu'il suffit de trouver le vaccin et tout sera résolu. Mais si on ne change pas de comportement radicalement, eh bien, je pense que le travail sera toujours à moitié fait. On va laisser la parole aux auditeurs. Oui, Laurence. Oui. Bon, le principe où on lève, on ouvre son micro ou bien on lève là où il y a réaction à droite, on peut aussi lever la main à partir de là. Alors, Laurence, s'il te plaît. Oui, un autre grand fléau en fait de nos sociétés occidentales, c'est qu'en fait on veut maintenant l'immédiateté, on veut la satisfaction immédiate de nos envies. Et ça aussi, c'est un gros problème. Et ces envies, il faut voir qu'elles sont attisées par la publicité, et qui ne tient pas compte justement des conséquences globales de nos petits actes. Par exemple, moi, je vais cueillir, je sais pas, une campenote, comme on dit ici, dans un endroit où poussent ces fleurs. J'en cueille une. Bon, je me dis, ben, c'est pas grave. J'en cueille un bouquet, c'est pas grave. Si je suis toute seule, c'est pas grave. Mais si on est 300 à faire ça, on ravage tout. Et ça, c'est un deuxième problème, c'est qu'on ne voit pas toujours que notre action individuelle, en fait, mais ça a été dit tout à l'heure, ça a un retentissement parce qu'on est nombreux à avoir cette même action. Oui. Et c'est là qu'il faut être très responsable. Il ne faut pas se déresponsabiliser de façon individuelle en disant oui, mais moi, ce que je fais, ça, c'est que dalle par rapport à certains industriels. Voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on peut chacun faire notre part et mis bout à bout, ça peut avoir un impact positif, comme ça peut avoir un impact négatif dans le cas où on n'a pas cette conscience éclairée des choses. Et puis, le pape François le dit bien dans Laudato Si, que tout est lié. Ben oui, forcément. Tout est lié. Si nous prenons la politique des multinationales, que ce soit en Afrique ou en Asie, eh bien, je pense que elles sont bien positionnées pour faire des propositions ici en Occident pour demander des placements. Moi j'en veux pour preuve notre propre, nous, Église,
Et lorsque l'évêque allait entreprendre son projet de réforme hein, de toute l'administration diocésaine, les logements et autres, eh bien, l'étude qui a été faite nous a prouvé que, bon, on est en bonne position en termes de placement et qui nous permet d'avoir un bon matelas. Un bon matelas, c'est-à-dire les moyens pour pouvoir avoir un prêt. Bon, voilà. Donc, ces placements-là nous profitent et quelque part, mais ailleurs, ça participe à la destruction, ça agit sur la biosphère de façon grave. Et je pense que là-dessus, l'Église doit pouvoir se réveiller. Nous devons pouvoir nous réveiller pour créer de nouvelles solidarités, pour penser à de nouvelles solidarités, pour, je dirais, amener à un changement de comportement qui tienne compte réellement de l'équilibre de la biosphère. Oui, Laurence. Oui, parce que là, tu parles de placement d'argent. Oui. Il faut préciser. C'est ça. Oui. Ah ben oui, là, notre argent, l'argent, là où on le donne, là où on le prête. C'est-à-dire que les multinationales nous prennent notre argent et nous proposent un taux, voilà, donc on dit, ah, c'est mieux, il faut placer là, il faut placer là. Moi, je le dis parce que si je prends l'exemple de Belfort, hein, et j'étais au centre-ville et j'ai pris la paroisse et je sais ce qu'il y avait dans ce qu'on avait comme réserve. Et tout le discours qui a été élaboré autour de ces réserves, et au jour d'aujourd'hui, on voit que quelque part, il y a une participation explicite, hein, une complicité avec ces multinationaux. Tout est lié, tout est lié. Aujourd'hui, la conversion doit être une conversion intégrale. Et c'est ce que le pape François prévoit dans Laudato Si. Nous avons Cathy qui est branchée. Bonsoir Cathy. Ah, attends. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, Donc, on te laisse la parole. Il y a Karine et puis il y a quelqu'un qui vient d'être branché aussi. Ah non. Attends, je ne suis pas très douée en informatique. Non, la personne s'est débranchée. Je mets la caméra. Non, je ne sais pas, ça marche. Pour la caméra, il y a une caméra à droite. Bon, voilà. Bonjour. Bonsoir. J'ai suivi, c'est très intéressant. Ouais. Cathy de Belfort, sage-femme, paroisse Saint-Jean-Baptiste. Oui. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Merci à toi de l'invitation. C'est hyper intéressant. Effectivement, j'ai suivi, je suis un peu arrivée en retard, mais j'ai suivi l'intervention. Oui, je suis d'accord. Je partage beaucoup votre avis sur la préservation de la biodiversité. Je pense qu'effectivement, c'est un vrai questionnement, l'émergence des pandémies et le rapprochement. Parce que moi qui ai subi aussi la pandémie H1N1 à l'hôpital, qui est en 2009, et là on se rend compte qu'avec le coronavirus, voilà, ça fait encore une pandémie encore bien plus importante que celle de la H1N1. On se rend compte qu'effectivement, la fréquence des pandémies, elle se rapproche. Et pourquoi? C'est une très bonne question. Et votre thèse, votre théorie, c'est intéressant. Enfin, voilà, merci de ces questionnements. Et ça replace aussi l'homme, comment dire, à son niveau, c'est-à-dire qu'on n'est pas supérieur aux autres animaux, on fait partie du même ensemble. Donc, on n'a pas le droit d'exploiter la faune, la flore comme on le voudrait, quoi. Légitimement, on ne peut pas, puisqu'on fait partie de ce vivant et que tout est en équilibre. Donc, mais voilà. À la base, on est des animaux. On est, à la base, on est des animaux. Et jusque-là, on pensait qu'on pouvait s'extraire du règne animal, qu'on était l'homme au-dessus de tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Notre corps fonctionne, notre organisme fonctionne comme celui des animaux. Et si on regarde au niveau
Oui. Et Oui, si on regarde au niveau des populations, par exemple, comment ça fonctionne? Si on regarde, par exemple, les pullulations alors tu parlais de petits rongeurs tout à l'heure, les pullulations des petits rongeurs. Au départ, par exemple, tu as une population, on démarre de pas grand-chose. Et du coup, on a beaucoup de réserves alimentaires. Et quand les femelles sont bien nourries, elles se reproduisent bien. Si bien que la population, elle va grimper. Mais le problème, c'est qu'après, les êtres qui appartiennent à cette population s'entrechoquent. Et ça déclenche des hormones de stress et des réactions qui sont également des réactions agressives. Et à force de s'agresser et de stresser, ça fait replonger du coup la population qui se reproduit de moins en moins bien à cause de ce stress. Et nous, on arrive un peu à ce stade où on a bien grimpé la côte, mais où finalement, on est aussi, de par notre mode de vie occidental, on est dans un mode de vie qui est très stressant et qui mélange beaucoup les gens à l'échelle de la planète. Et donc, ça rajoute encore un facteur qui va favoriser justement le passage de ces pandémies. Et ça, c'est un fonctionnement animal des populations. Quand il y a trop, il faut limiter. Oui, et Laurence, Aristote disait que l'homme est un animal doué de raison. Oui, mais Bah oui, là, on c'est commence à Et chez moi, dans ma culture, on dit que l'homme est un animal qui mange du sel. Ça veut Donc, dire quoi? c'est-à-dire que c'est qui a de la connaissance, c'est-à-dire que c'est doué de raison tout court. Alors, quelque part, je pense que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est ce que j'allais te répondre. Donc, quelque part, si l'homme doué d'une capacité, hein, Dieu lui a donné un outil pour pouvoir se gérer et participer à l'œuvre de la création. Mais malheureusement, il a détourné cet outil et on a vu ce qu'il en a fait. Donc, quelque part, même s'il est animal, il n'est pas que animal. Ah ben non, mais à la base. Il est au-dessus. Et si nous prenons l'écriture, le psaume 8 nous dit qu'il est créé un peu moindre qu'un Dieu. Et le livre de la Genèse nous dit qu'il est créé, il est mis au-dessus de la création. Voilà, comme intendant. Il ne se prenait déjà pas pour rien. Le poste d'intendance, il ne l'a pas bien compris. Non, alors et il se l'est approprié et je dirais même confisqué. Et nous sommes devant une situation que lui-même a créée. Donc, ce n'est que le début du commencement. Et alors, Marie-Monique Robin semble nous dire qu'il y aura encore d'autres pandémies. Et Covid-19 n'est qu'une épidémie de pandémies, des pandémies qui vont arriver. Donc, quelque part, il y a une prise de conscience et il y a une nécessité de conversion. Donc, merci à nous. Je pense qu'on a fait violence pour venir ce soir, mais il me semble que ce n'est pas du temps perdu parce que les échanges sont fructueux. Madame Clapé, peut-être on va laisser la parole à Karine. Vous ouvrez votre micro. Je vais voir si je peux. Ça y est, bon, il y aura du bruit de fond, mais. Il n'y a pas de souci. Alors, moi j'aimerais pousser un petit peu plus la contrainte, c'est-à-dire individuellement, on a notre rôle à jouer, on a nos obligations face à la planète, mais collectivement, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en branle et puis faire que tous ces objets de consommation courante ne nous soient plus proposés et que du coup, le choix soit plus facile et puis qu'on puisse s'adapter de façon plus efficace. Tu as plusieurs, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Il y a quand même des associations qui œuvrent pour justement la protection de la biodiversité.
quand tu penses au WWF, quand tu penses à la LPO, par exemple, plus ils ont de membres, plus ils sont entendus dans leur action. Donc, rien n'empêche qu'il y ait beaucoup de personnes qui rejoignent ces associations, par exemple. Tu vois? Oui, oui, mais je pense que, Laurence, la question de Karine nous renvoie à nous-mêmes, puisque À les l'aspect évêques, politique aussi. À la société, les- aux politiques aussi, oui. Oui, tout à fait. Il ne faut pas Oui. rester seul. Oui, oui. Et c'est pourquoi les évêques nous ont proposé le label Église verte. Les évêques de France, à la suite de la date aussi, l'année dernière, c'était la 5e année de la publication de cette encyclique. Alors, pour nous amener à une action à la fois individuelle et communautaire, les évêques ont lancé le label Église verte. Et au carême 2020, à Saint-Michel, ici, à Vaugecourt, nous avons fait l'option de nous approprier, de réceptionner ce label. Et je pense que c'est ça qui a engendré les jeudis de la Saint-Michel que nous n'avons pas pu organiser l'année dernière parce qu'on n'avait pas la culture Zoom. La salle Saint-Michel était là, mais on était en confinement. Et tout le carême a été passé en confinement, et mieux que ça encore, pour ne pas dire pire, alors Pâques et Pentecôte. Donc cette année, au moins pour ce carême, on a l'occasion de faire quelque chose ensemble, mais je pense que ce label mérite d'être réceptionné à notre niveau pour des actions paroissiales, qui rassurent les fidèles et qui ne leur font pas peur pour dire que bon, c'est pour telle partie politique, c'est pour... Non, non, non. Hein, au service de l'évangile, qui nous permet réellement de mettre l'évangile au service oui, mais tu vois, c'est bien, hein, je ne vais pas dire que c'est pas bien. Regarde combien on est 7, 6, 7, hein, voilà. Donc, je sais qu'il y a un démarrage à tout, mais en plus, tu remarqueras que on va pas toucher quand même, c'est pas nous ça suffit pas, il faut rejoindre des structures qui, elles, ont déjà des expertises, savent déjà parler, communiquer, etc. Je ne dis pas que ce qu'on fait, il ne faut pas le faire, hein, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas suffisant. Je te comprends. Et le label Église verte a été lancé par des évêques l'année dernière. Au jour d'aujourd'hui, il y a 490, bien 91 communautés qui l'ont réceptionné, à la fois catholiques et protestants, dans toute la France. Oui, mais tu vois, c'est pas... Et je peux dire que cette structure fait son chemin. Elle est en marche. Peut-être qu'il faut créer des réseaux, qu'il faut trouver des raisons de se mettre ensemble avec d'autres réseaux. Il n'est pas exclu. Mais si je tiens compte de la réaction de certaines personnes sur notre paroisse, lorsqu'on parle d'écologie, qui n'ont pas hésité à me dire, écoute Séverin, en politique, on entend écologie, si à l'église aussi, on ne peut pas respirer et que tout le temps, on doit parler écologie, alors là, ça ne va plus. Mais si on respire pas écologie, ce que Géraldine nous a dit, c'est clair et net, on ne respirera plus du tout. C'est clair qu'on arrive à un point où on n'a pas trop le choix. Hein. Ouais, on n'a pas le choix aujourd'hui. On n'a pas le choix que de se mettre à l'écologie. Et sans partir dans le mur. Mais Cathy veut dire quelque chose. Je voulais dire que moi qui travaille à Mulhouse, on a depuis peu de temps, il y a une prise de conscience qu'il faut trier les déchets, qu'il faut préserver la planète. Et il y a un petit groupe qui s'est mis en place pour mettre en place des corbeilles qui trient les papiers, le carton, etc. Alors que ça n'existait pas du tout avant. Et c'est des collègues à moi qui ont monté un projet comme ça. Et elles ont dû quand même pas mal batailler. Hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience petit à petit. Mais je pense oui, on a plein de domaines où on peut encore agir, comme même dans la commune.
mettre à disposition. Moi, j'habite un immeuble et ça fait longtemps que j'y pense et je me dis pourquoi pas mettre un compost. Ah oui, Carrément, c'est à la un mode, ça. compost. Voilà, c'est la mode. Je dis ça comme ça m'est venu il y a déjà un petit moment, mais c'est vrai que je m'étais dit en réunion de copropriété, par exemple, d'aller voir la commune et puis d'installer un compost et que le fruit du compost puisse être utilisé par la commune pour les bacs à fleurs, etc. Bien sûr. Bah voilà, c'est des petites choses comme ça et c'est vrai que je trouve ça chouette en fait que tu veuilles avoir le label écologique, c'est vrai. Oui, oui. C'est pas, enfin pour moi l'écologie c'est même pas une politique, c'est Non, une manière de vivre. Ah ben oui, ça devrait, oui. C'est pas une politique. C'est pour ça que quand je vois des partis politiques s'appeler écologie, machin, truc, ouais, ça dérange un peu. ça me dérange parce que ça devrait être dans tous les partis politiques. Pour moi, ça c'est pas une politique, c'est une façon de vivre. On est là sur Terre, mais on nous la prête, la Terre. On est juste là de passage. Rien ne nous appartient, rien. Rien ne nous appartient. Oui, ça c'est vrai. Oui, on est juste de passage et on nous la prête, la Terre. Donc, il faut la rendre dans le même état qu'on l'a prise, même voire mieux. Enfin... Ouais, puis on est poussière et on reviendra en poussière, hein, on a dit mercredi. Mais à la paroisse, on avait commencé à mettre dans la grange, Jean-Marie, il avait installé des casiers de tri, hein, pour les bouchons, le papier, le carton. Mais bon, après, il y a eu la pandémie, donc ça n'a pas continué, mais il y avait déjà une première démarche qui avait été faite. Marc nous dit, le souci, c'est que les éveilleurs de conscience ou les lanceurs d'alerte sont pris pour des complotistes et une politique de désinformation est mise en place pour annihiler les efforts de ces personnes. C'est vrai. C'est vrai. On a vu du côté des États-Unis, hein, le président avec d'autres scientifiques on dit que pas de réchauffement de la planète. Vivons comme hein, et puis du côté du Brésil, actuellement, il est en train de mobiliser tout le monde pour la déforestation. Il y en a qui sont dans la négation totale. Parce qu'il y a un gros souci, si tu veux, c'est quand même l'économie. Si l'économie ne roule pas non plus, que deviennent les gens? Oui, l'économie ne roule pas. C'est encore un truc. C'est deux batailles. Donc, il faut. Ah oui, parce que tout est parti dans le système. Il faut en tenir compte aussi. Donc, très complexe. C'est très complexe. Oui, je comprends. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Karine, parce que moi, j'ai les mêmes, les mêmes soucis qu'elle, c'est-à-dire que, ok, on a bien compris ce qu'on devait faire, tout ça, mais comment on transforme la société, comment on peut faire en sorte que les politiques mettent en place des programmes concrets en faveur de l'écologie. Moi, je me dis, ça, de toute façon, malheureusement, on n'a pas la dimension pour faire quelque chose à ce niveau-là. Par contre, si on commence à créer un petit mouvement et qu'on essaie d'en parler autour de nous, de peut-être utiliser la presse pour interpeller les institutions, mais tout près de nous, les communes, les associations. Je me dis qu'en faisant cette petite part, voilà, ça ne peut peut-être que contribuer à devenir plus impactant au niveau des grandes institutions. Donc moi, je me dis, je vise à ma hauteur et je me dis, bah voilà, après, le reste, ça ne nous appartient pas, on n'a pas le contrôle de tout ça. C'est un peu l'histoire du... Chacun fait sa part et puis, si au moins on change les façons de faire et qu'on éveille les consciences, petit à petit, ça ira au moins dans le bon sens. Donc, ne crois pas que tu n'as pas d'action sur les gens qui prennent des décisions. Et tu as des gens, par exemple, qui font passer aussi sur Internet, là, le nom m'échappe, où tu peux intervenir et dire oui, moi je suis d'accord pour qu'on arrête de faire ceci ou de faire cela. Et s'il y a un très grand nombre de personnes qui sont intervenues, pétition, merci, je ne trouvais plus le mot.
Si tu participes à ces pétitions, et s'il y a beaucoup de gens qui participent à ces pétitions, ça leur donne du poids. Et à ce moment-là, ça peut arriver jusqu'en très haut lieu. Voilà, on a plusieurs façons en fait. Comme tu dis, il y a la façon à notre échelle, à nous personnels, à l'échelle du quartier ou de, comme tu disais, c'est Élodie, hein, je crois. Cathy. Oui, voilà. Comme tu disais, avec, disons, en agissant, par exemple, dans ton immeuble, c'est déjà entraîné, mais bon, ce n'est pas toujours facile, mais ça peut se faire, dans la commune, dans l'église, voilà. Mais on a des moyens quand même d'agir, mais il faut être nombreux. Voilà, il faut être nombreux. Donc, il faut rejoindre des choses qui existent déjà. Oui, et je pense que, Laurence, si je reviens à la question de Karine, reprise par Géraldine, et moi, je me dis, pourquoi pas, c'est jeudi de la Saint-Michel, aujourd'hui, on est à l'ouverture, jeudi prochain, on abordera la terre, jeudi d'après, l'eau, le jeudi qui va suivre, le feu, le métal, et on va finir avec les terres. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que au niveau, à notre niveau, à l'échelle diocésaine, ou à l'échelle du doyenné, ou bien à l'échelle paroissiale, ou bien à notre échelle, nous qui sommes ici, eh bien, je pense que en tant que diocésain, en tant que chrétien, en tant que fidèle, ayant participé à ce jeudi de la Saint-Michel, nous pouvons aussi nous faire connaître ces actions que nous menons par la presse et puis peut-être aussi mettre en place d'autres actions qui continueront nos efforts, ou bien ce que nous avons appris ici et que nous voulons mettre en pratique et autres, de manière à être, ne serait-ce qu'une parenthèse dans l'histoire de notre temps. Donc, tout en restant ouvert, tout en participant à d'autres actions, eh bien, il faut que nous qui nous retrouvons aujourd'hui, qui nous retrouverons pour ce jeudi de la Saint-Michel, eh bien, que nous puissions faire quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, ça ne m'est pas venu. Bon, c'est Karine et puis Géraldine qui ont, et Madame Chappé, Madame Craplé, les deux ET, hein, bon, voilà, qui éveille mon attention. Donc, je pense que nous avons à chercher de manière que, bon, tu viens de le dire, que pour la paroisse, combien ont répondu? Donc, je pense que 18 heures, peut-être que ce n'est pas le bon créneau horaire parce que les gens guettent les informations sur la COVID. Ouais. Le Premier ministre ou le ministre de la Santé viennent donner l'information. C'est moi qui me dis. Est-ce que c'est le bon créneau ou bien faut-il trouver un autre créneau? Il faut voir tout ça. Il faut demander aux absents. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont peur et leur préoccupation est ailleurs. Alors que, justement, nous ne sommes qu'au début des pandémies. Si nous ne faisons rien, si la biosphère n'est pas protégée, si la biodiversité n'est pas respectée, eh bien, je pense que quelque part, nous serons toujours menacés. Or, pour le moment, les gens sont paralysés par la peur et ils sont plus du côté du vaccin. Alors que, justement, Marie-Monique Robin dit, ce n'est pas seulement la course au vaccin qui va nous libérer, mais il y a un changement profond, il y a une conversion intégrale. Et cela doit pouvoir se concrétiser avec des actions sur le terrain. Donc, nos deux sœurs qui nous ont interpellés avec leurs questions nous invitent peut-être, moi, de mon côté, nous invitent à réfléchir et à voir, même en rejoignant d'autres structures déjà présentes, comment nous rendre présents sur le champ paroissial, le champ du doyenné, le champ du diocèse, pour être davantage au front et puis efficace. Marc, tu envoies un message? Je peux te montrer ce que nous faisons. Oui,
oui, mais vas-y. Marc, tu as la parole. Hein. Effectivement, Marc est à l'enregistrement. Bon, je prends la parole. Oui, oui. Je vais vous montrer ce que l'on fait au niveau de notre fédération sportive, là. Ça peut donner des idées. Tu fais un partage d'écran? Oui, ça arrive. Je te l'envoie. Non, mais il a la main, je crois. C'est bon? Oui, Vous voyez mon écran? oui. Oui, oui, oui. Donc voilà ce qui se fait au niveau de la FSCF. Et puis nous avons, à la Saint-Michel, nous avons eu notre label renouvelé pour la 3e année consécutive. Merci. Voilà, donc c'est juste, bon, il y a quelques actions assez symboliques, mais… Marc, moi, ça m'intéresse parce que j'ai l'éveil à la fois le dimanche matin et je vois qu'il y a sensibiliser, éduquer par le jeu les jeunes de 3-6 ans. Aux éco-gestes. Ouais, s'il y aurait moyen de partager les ressources, enfin le contenu, voilà, ce serait super qu'on puisse nous aussi partager des choses avec nos petits, quoi. Voilà, et je pense que c'est par des gestes relativement simples que, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Oui. Parce que si on veut renverser la table, malheureusement, ça risque d'être un échec, quoi. Il vaut mieux y aller. Moi, je suis toujours pour la politique des petits pas. Et certains scientifiques disent que ça ne suffit plus à l'heure actuelle. On est bien d'accord, oui. Ouais. C'est ça le problème. La bonne volonté des individus, c'est une chose qui est nécessaire, mais ça ne suffit plus. Parce que c'est grave. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution. C'est la solution démocratique. Hein. Voilà. C'est tout. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui se présente, qui tienne la route. Voilà. C'est vrai qui va se présenter. Je cherche quelque chose pour Karine. Et Marc, oui. Je vais faire ce partage d'écran pour Karine, comme elle parle des enfants, de l'éveil. Voilà. Si vous permettez, moi, je vais devoir me retirer du jeu. je vais vous dire à la semaine prochaine. Et donc là, je vais peut-être arrêter. Pas de souci, Laurence. En général, oui. On se donne normalement 1 heure, hein, oui. Parce que voilà, on a aussi chacun des contraintes par ailleurs. Donc, voilà. Comment vous trouvez ça? Oui. Vous voyez mon écran? Oui. Les enfants font la chasse au papier. Oui, attention maintenant avec le Covid à ne pas ramasser n'importe quoi, n'importe comment. Oui. Alors, ils ont des gants. Voilà. Et avec des adultes qui les accompagnent. Oui, Karine, vous voyez? Oui, très bien. Merci. Oui. Bon. Je peux vous l'envoyer. Hein? Ouais, et je veux bien, oui. Vous mettez votre adresse mail dans le chat. Alors. Et puis, je vous l'envoie. Merci beaucoup, Laurence. Alors, c'est Laurence qui nous tient prochainement, à partir de jeudi prochain. Laurence prendra voilà. On va essayer de l'animation. Quelques idées. Oui. Donc, quelques idées. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à donner rendez-vous pour 18h. On fera avec les personnes qui seront disponibles. On tâchera de donner justement des idées pour agir. Oui, aussi, parce qu'il faut que ça reste... Il faut aussi que ça reste concret et qu'on se sente, impliqué dans la chose. Voilà, c'est ça. En paroisse, oui. En paroisse, en famille, voilà. Voilà. Je vous dis bye bye. Juste merci beaucoup. Hein. J'ai trouvé une citation sur laquelle on peut méditer. Comme on a beaucoup parlé de forêt primaire, j'ai trouvé cette citation. Je me suis dit, c'est pas mal peut-être pour clôturer. Pour ceux qui ont des yeux pour voir,
et des oreilles pour entendre, la forêt est à la fois un laboratoire, un club et un temple. Donc, c'est Robert Baden-Powell. Voilà. Tu peux nous envoyer ça? Qui a lancé le scoutisme, hein. Donc il était en prise avec les gens très jeunes. Hein. Oui, je suis inspirée. Ah oui, ah oui. Géraldine, tu nous mets ça dans le chat ou bien tu l'envoies en écran? Oui, je vais le mettre dans le chat. Moi, je ne sais pas faire le tchatch. Il faudra que j'apprenne encore. Je vais avoir besoin de petites leçons, là. Non, mais c'est pas facile parce que tu es sur ton téléphone. Ah oui. Ouais. C'est moins facile que sur un ordinateur. Ouais. Ah, d'accord. Bon. Ouais. Tu risques de couper la communication si tu parles, si tu chattes en même temps. D'accord. Bon. Je t'ai envoyé un petit message, c'est vrai? Tu m'as envoyé un message? Oui. Oui, et justement, alors, nous avons une chaîne YouTube. Et pour les personnes qui n'ont pas pu se rendre disponibles, hein, ce que nous avons fait ce soir va être distribué diffusé via notre chaîne YouTube. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation de faire la diffusion? Droit à l'image. Oui, pas de souci. D'accord. Cathy? Oui. Laurent, c'est parti. Bon, Les absents ont toujours tort. je pense que... Non, Laurence, Bon, donc, merci beaucoup. J'enverrai le résumé de presse à Karine. Et bon, voilà. Géraldine a mis le petit mot de Baden-Powell dans le chat. Je le reprends. Ça va être enregistré, nous l'écouterons. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, la forêt est à la fois un laboratoire, un club, un temple. Voilà, une idée qui m'inspire. Hein. Moi, personnellement, je pense que ce soir, nous qui sommes autour de ce Zoom, ou bien dans ce Zoom, nous constituons déjà un petit laboratoire de réflexion, un petit laboratoire de partage, et je nous encourage à faire connaître ce laboratoire naissant autour du jeudi de la Saint-Michel pour le bien de nos communautés paroissiales, pour le bien de nos jeunes, pour nos biens de notre planète. Nous allons clôturer, s'il n'y a plus d'autres questions, en confiant les jours à venir devant nous à la Vierge Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Le Seigneur Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au total 7 ce soir à l'ouverture des jeudis de la Saint-Michel. Qu'est-ce qu'il y a comme 7 dans l'Écriture? Les 7 dons de l'Esprit Saint. Voilà. Et là, parmi les 7, nous avons Cathy qui vient de Saint-Jean-Baptiste Belfort, qui donne une ouverture diocésaine à notre ouverture. Nous avons Karine qui vient de Saint-Meubeuf, de Saint-Pierre et Saint-Paul de Montbéliard, qui donne une ouverture du doyenné à notre
rassemblement de ce soir. Donc, je peux dire que le Seigneur est à l'œuvre pour que des témoins du diocèse du Douarnenez soient là pour constater cette ouverture que le Seigneur a voulu solennelle parce que, justement, nous étions 7 pour cette ouverture. C'est porteur de signes et je dis d'espérance pour notre diocèse. Je vous remercie pour, même si Marc est le seul homme avec moi et il y a 2 hommes et 5 femmes. C'est la femme qui engendre la vie. Ça se comprend que les femmes sont majoritaires parce qu'elles portent la vie. Et c'est ça qui m'a poussé à confier cette clôture à la Vierge Marie pour qu'elle nous porte et que ce qui se conçoit à l'échelle, je dirais, macroscopique comme ça, eh bien qu'elle nous aide à le développer à l'échelle macroscopique pour la gloire de Dieu, pour le salut de son peuple et pour notre sanctification. Merci et bonne soirée. Bonne soirée, c'est vrai. Merci à tous. Merci. Merci à Marc pour la diffusion. Merci. Je fais la demande aussi pour Montbéliard, pour Jean Faye, et si possible pour Saint-Jean-Baptiste au Père Alexandre. Et puis, bon, voilà, on verra comment ça peut profiter à d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée, au revoir. Merci.